Salut, je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo spéciale dividendes. Cette vidéo vient compléter la série des dividendes tous les mois sur ton PEA, puisque cette semaine, je vais te présenter deux entreprises, dont une qui verse des dividendes de plus de 6% par an, mais ça sera éligible uniquement à ton compte titre et non sur le PEA. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, parce que la dernière action est très intéressante. Abonne-toi à la chaîne, mets-moi un petit pouce bleu, ça me fait très plaisir. Ça permet de développer la chaîne et plus la chaîne se développe, plus je pourrai te présenter des opportunités intéressantes. Allez, let's go, c'est parti. La première action dont je vais te parler cette semaine, c'est Covivio. Covivio, c'est une action française que je te présenterai juste après. D'abord, regardons les dividendes. La date de détachement, c'est le 25 avril. C'est-à-dire qu'il faut détenir Covivio avant le 25 avril si tu veux toucher les dividendes. La date de paiement, donc le jour où tu vas recevoir les dividendes dans la poche, c'est 2 jours après, le 27 avril. Si on regarde maintenant les chiffres, c'est 3,75 euros de dividendes par action qui seront payés le 27 avril, ce qui représente 5,2% par an. C'est plutôt intéressant, hein, c'est des gros dividendes, 5% par an, sachant qu'en plus Covivio augmente ses dividendes chaque année, ça risque de exploser les 5, 6, 7% sur le long terme. Le ratio de distribution est très élevé, 86%. Ça s'explique très facilement. Covivio est une foncière cotée et a donc l'obligation de verser une majeure partie de ses résultats en dividendes. Donc 86%, ça ne me choque pas, c'est tout à fait normal pour ce type de société. Comme je l'ai dit, Covivio c'est une foncière cotée, elle est donc non éligible au PEA et elle possède des biens immobiliers. Elle en possède dans trois secteurs différents. Le secteur des bureaux, elle en possède par exemple à Paris 8e, en Italie, à La Défense. Elle possède des résidences en France, à Bordeaux et en Allemagne. Et elle possède des hôtels, donc la marque B&B Hotel, de l'hôtellerie au Royaume-Uni, et la marque Méninger Hôtel, qui est une marque d'hôtel européen. C'est toujours intéressant d'avoir une entreprise, surtout une foncière cotée, qui est sur trois secteurs différents, donc les hôtels, les bureaux et les résidences. Comme ça, s'il y en a un qui va mal, bah au moins les deux autres lui permettent de survivre. Si on regarde Covivio en quelques chiffres, déjà Covivio c'est 27 milliards investis en Europe. 27 milliards, ça représente tout ce qu'il possède, les bureaux, les résidences et les hôtels. On voit que c'est quand même un acteur assez important, à 27 milliards d'euros, c'est pas rien, c'est pas une petite entreprise, c'est une foncière cotée qui est déjà bien établie. Ils ont 1000 employés en Europe, ça renforce le fait qu'ils sont déjà bien établis sur le marché et que ça leur permet de se développer plus rapidement. Ensuite, un chiffre qui m'a beaucoup plu, c'est 88% d'actifs verts en Europe. En fait, si on regarde en France par exemple, l'immobilier, enfin la construction immobilière, c'est un poste d'émission de CO2 qui est très important. Et on sait ce qui se passe actuellement, il faut essayer de diminuer au maximum l'émission de CO2 du fait du réchauffement climatique et de l'écologie. Ecovivio est très bien placé dans ce secteur-là, avec des actifs qui sont considérés comme verts en Europe. Alors, on considère des actifs verts, c'est par exemple améliorer l'isolation, améliorer le chauffage des biens immobiliers, mettre du double vitrage, avoir par exemple des sources d'énergie renouvelables, type panneaux solaires, ou autres. Et on voit que Covivio est déjà très bien placé et en plus se développe dans cet esprit-là. Et ça c'est très bon dans le futur parce qu'on sait qu'il va y avoir de plus en plus de normes écologiques et ça va être de plus en plus dur si les bâtiments ne sont pas dans la norme de louer les biens. Et si une foncière cotée ne loue pas ces biens, bah c'est catastrophique. Donc on voit que Covivio est dans une bonne tendance et je pense que du coup c'est intéressant pour les investisseurs. Et ensuite, il y a 95% de taux d'occupation en 2021. Ça veut dire que quasiment tous les bureaux et toutes les résidences sont occupés chez Covivio. Et quand ils sont occupés, évidemment, c'est une source d'argent qui rentre tous les mois ou tous les ans dans la poche de Covivio. Et cet argent, ça permet d'être soit versé en dividendes, soit d'investir pour développer la société. Poussons un petit peu plus loin l'analyse sur Covivio et regardons la répartition de ces investissements. 35% des investissements de Covivio, c'est des bureaux en France, 16% des bureaux en Italie, 9% des bureaux en Allemagne, 15% ça représente tout ce qui va être hôtel en Europe, et 25% c'est toutes les résidences en Allemagne. Donc on voit déjà que 60% des investissements de Covivio, c'est des bureaux avec la majeure partie, 35%, qui sont en France. On peut se dire que c'est un mauvais investissement du fait de la pandémie mondiale. Il y a de plus en plus de télétravail et les salariés donc ne vont plus au bureau. Et s'ils ne vont plus au bureau, les entreprises vont donc moins louer de bureaux et ça fera des revenus en moins pour Covivio. Alors je pense qu'il faut quand même mitiger l'analyse. Covivio a des tours, des bureaux qui sont
souvent de bonne qualité, qui sont intéressantes et qui sont très bien placées. Par exemple, à La Défense ou à Paris, ils possèdent pas mal de bureaux. Imaginons la personne déjà qui habite dans un petit logement à Paris, parce que les logements à Paris sont extrêmement chers, je pense qu'il sera intéressé d'aller travailler dans un bureau où il aura plus de place, ça sera une ambiance de travail qui sera beaucoup plus saine et beaucoup plus agréable que rester chez soi dans une toute petite surface dans lequel il sera beaucoup moins à l'aise et donc beaucoup moins productif. Donc déjà, je pense que dans les grosses villes, les bureaux vont rester pleins et Covivio est plutôt bien placé parce qu'il possède des tours à Paris ou à La Défense, des zones où les loyers sont extrêmement chers. Et en plus, il y a certains secteurs où le télétravail va être très compliqué et donc les entreprises vont demander à leurs salariés de venir travailler dans les bureaux. Ensuite, on a 15% d'hôtels. Alors 15% du coup c'est assez faible de tout l'investissement de Covivio et on a envie de dire c'est pas plus mal hein, puisque pendant la pandémie les hôtels c'était pas ce qu'il y avait de plus rentable. Tous les hôtels étaient fermés parce que personne ne pouvait voyager. Donc là on voit que l'impact sur Covivio a été un peu plus faible hein, que 15% de leur investissement c'est des hôtels. Donc la pandémie ils ont pu la passer beaucoup plus sereinement. Ils ont 25% de résidences en Allemagne, donc un quart de leur investissement c'est des résidences. Je trouve ça bien, on a une répartition qui est pas trop mauvaise au niveau géographique et au niveau sectoriel. Et en plus de tous ces investissements, Covivio a investi 607 millions d'euros en plus en 2021 pour se développer. On voit que Covivio a déjà 27 milliards d'actifs et il continue à se développer en faisant de nouvelles acquisitions. Et en 2021, par exemple, ils ont mis 607 millions sur la table pour acheter de nouveaux projets. Donc on voit que Covivio, en plus, a l'esprit d'investisseur, veut vraiment se développer. Et ça, évidemment, pour ceux qui investissent dans l'action et qui jouent sur les dividendes, une entreprise qui se développe va souvent gagner plus d'argent, et qui dit gagner plus d'argent dit plus de dividendes pour l'actionnaire. Avant d'investir chez Covivio, il faut quand même regarder les clients de Covivio et en plus s'il y a un client majoritaire. Si c'était le cas, le client majoritaire pourrait négocier les prix à la baisse, voire même couper le contrat avec Covivio et ça mettrait Covivio en grave difficulté. J'ai récupéré un document officiel qu'on a ici sous les yeux qui représente les principaux clients de Covivio et qui les classe en fonction du pourcentage du chiffre d'affaires. Par exemple, Telecom Italia représente 5% du chiffre d'affaires de Covivio, Orange 5% aussi et Accor également 5%. Donc on voit que le premier client de Covivio, qui est Telecom Italia ou Orange ou Accor, représente uniquement 5%. Donc imaginons qu'un des trois décide de couper les contrats avec Covivio, Covivio perdrait momentanément 5% en chiffre d'affaires, c'est pas énorme, il serait pas en danger, et il pourra tranquillement replacer tous les biens qu'ils avaient loués à Telecom Italia et le relouer à d'autres personnes. Quand on regarde la dernière ligne, on voit résidentiel Allemagne qui représente 25% du chiffre d'affaires. Déjà, c'est logique quand on se souvient du graphique précédent, les résidences allemandes représentaient 25% d'investissement et ça représente également 25% du chiffre d'affaires. Donc les investissements sont plutôt bons, j'ai envie de dire. Et en plus, quand on voit 25%, ça paraît juste énorme, mais quand on parle de résidence, en fait, c'est découpé en plein de petits bouts. Il y a plein de logements dans les résidences et tout le monde ne va pas arrêter de louer. Imaginons qu'on ait un bâtiment avec 300 logements, en fait, les résidences ça représente ces 300 logements. Il faudrait que les 300 personnes arrêtent de louer à Covivio en même temps pour que les 25% tombent à zéro. Ce qui me paraît peu probable. C'est pareil pour la ligne juste au-dessus, on voit 34%, mais c'est tous les autres locataires qui sont inférieurs à 5 millions d'euros. Donc ça représente énormément de personnes, et donc tout le monde ne va pas arrêter du jour au lendemain de louer à Covivio. Donc en fait, les 25% et les 34% ne sont pas vraiment importants. Il faudrait vraiment le détail pour voir si c'est dangereux. Juste avant de te présenter la deuxième action, qui est une action qui est également très intéressante avec un dividende supérieur à 6%, n'hésite pas à t'abonner et à mettre un petit pouce bleu, ça me fait très plaisir et ça permet de développer cette chaîne. Et cette deuxième action, c'est Main Street Capital, une société américaine que je te présenterai juste après. On va commencer par parler dividendes, ce qui nous intéresse le plus. La date de détachement, c'est le 1er avril. Il faut donc posséder l'action Main Street Capital avant le 1er avril si on veut toucher les dividendes. La date de paiement, ça va être 13 jours plus tard, le 14 avril. Et si on regarde les chiffres, c'est 2,58 $ par action, ce qui représente de 0,215 $ par mois. Parce que oui, Main Street Capital paye des dividendes tous les mois. Ça, c'est juste génial. Si on veut avoir des revenus passifs réguliers, on investit sur Main Street Capital et tous les mois, on va toucher de l'argent.
ça représente 6,14% de rendement par an. C'est juste énorme. Là, on voit qu'on a deux avantages, des rendements très élevés et en plus une rentrée d'argent régulière puisque tous les mois, Main Street Capital va nous payer. Au niveau du ratio de distribution, c'est 54%. C'est plutôt faible, donc ils sont même capables d'augmenter le ratio de distribution si nécessaire, et donc de payer davantage de dividendes, et des dividendes tous les mois, on s'en souvient, et ça c'est ce qui m'a beaucoup plu sur cette action. Main Street Capital, qu'est-ce que c'est? C'est un fonds d'investissement spécialisé dans le financement des petites et moyennes entreprises. Ça fait partie des leaders américains sur le marché et ils ont énormément de clients. Quand on regarde, voilà, tous les clients sont listés ici, et quand on regarde la scroll bar, c'est plutôt intéressant. Ils ont pour but donc de financer ces petites et moyennes entreprises pour les aider à se développer ou à rembourser de la dette à court terme. Et on va voir ça, c'est extrêmement lucratif parce qu'ils ont des chiffres qui sont très intéressants. Et justement, regardons les chiffres de Main Street Capital. L'investissement cumulé de Main Street Capital, c'est dans 184 entreprises. Ça c'est plutôt bon, vaut mieux se diversifier sur plein d'entreprises. S'il y en a une qui fait faillite, c'est pas trop grave, on en a encore 183 autres qui vont nous rembourser la dette. Diversification dans 32 secteurs différents, donc ça si c'est très important. Il y a un secteur qui va mal, c'est pas grave, il y en a 31 autres qui vont soutenir Main Street Capital et qui vont donc lui permettre de passer la crise. 5,7 milliards sous gestion. Donc comparé aux grands gestions type BlackRock, Amundi, évidemment, c'est rien. Mais là, on parle d'une plus petite entreprise qui s'occupe uniquement des petites et moyennes entreprises. Donc une petite ou une moyenne entreprise a besoin de moins de financement qu'une énorme entreprise. Et donc une énorme entreprise ne va pas demander à Main Street Capital, va plutôt demander à BlackRock ou autre. Là, c'est vraiment petite et moyenne, donc on a besoin de moins d'argent sous gestion pour être quand même un gros acteur du marché. Et pour finir, pour moi, le chiffre le plus important, c'est qu'il y a 63% de marge nette. C'est juste énorme. C'est-à-dire qu'ils font énormément d'argent et qu'ils ont des bénéfices qui sont énormes par rapport à leur investissement de base. 63%, il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui en ont autant. Récemment, dans une autre vidéo, je parlais de Visa, qui avait 50% de marge nette. Là, on dépasse même les marges de Visa. C'est juste génial. Rentrons dans le vif du sujet et analysons concrètement Main Street Capital. Commençons par la répartition des prêts par durée initiale, c'est-à-dire tout simplement au moment où on signe le contrat, quelle est la durée du prêt. À 95%, les prêts sont sur une durée de 5 ans, à 2% du temps supérieur à 5 ans et 3% inférieur à 5 ans. Donc on voit que Main Street Capital fournit des prêts en majorité sur une durée de 5 ans, donc c'est de la durée moyenne et ça leur permet donc tous les 5 ans de récupérer la totalité de leurs prêts, plus les intérêts, et donc de réinvestir dans d'autres entreprises. Autre point intéressant, c'est que la taille des positions moyennes de Main Street Capital, c'est 15,4 millions de dollars, soit 1% du portefeuille. Donc on voit qu'il y a une diversification qui est assez forte. Chaque position est uniquement 1% de portefeuille. On peut considérer que c'est comme une règle de trading. En fait, pour chaque position en trading, il ne faut pas dépasser 1 ou 2% du portefeuille. C'est ce que fait Main Street Capital, donc ils ont un bon money management, ils gèrent très bien leur portefeuille. Autre point très intéressant, c'est que 93% des prêts sont sécurisés. Un prêt sécurisé, c'est-à-dire qu'il y a une contrepartie. Si l'entreprise n'est pas capable de rembourser le prêt, Main Street Capital a en contrepartie des actifs qui vont récupérer l'entreprise. Ça peut être des biens immobiliers, par exemple des bureaux ou de l'équipement, et donc Main Street Capital pourra vendre tous ces actifs pour récupérer une partie de la dette. Souvent, c'est pas la totalité, hein, c'est juste une partie de ce qu'ils avaient investi à la base, mais ça leur permet de ne pas avoir une perte sèche et de rentrer un minimum dans leurs frais. Un chiffre très important à savoir pour les sociétés de gestion, c'est le taux auquel ils fournissent des prêts. Et dans le cas de Main Street Capital, c'est le taux auquel ils fournissent des prêts pour les petites et moyennes entreprises. J'ai ici la répartition des prêts par taux. On a 44% des prêts fournis par Main Street Capital qui sont à un taux variable qui est aujourd'hui en moyenne à 10,7%. 9% des prêts sont à un taux inférieur à 10%, 8% des prêts à un taux à 10%, 3% des prêts à un taux à 11%, 27% des prêts avec un taux de 12%, et pour finir, 9% des prêts à un taux à 13%. Déjà, on voit que la grosse partie des prêts de Main Street Capital sont à taux variable. C'est à la mode aux États-Unis, très utilisé aux États-Unis, beaucoup moins en Europe, et du coup, c'est normal que Main Street Capital utilise des taux variables vu que la majeure partie de ses clients sont américains.
Surtout qu'en moyenne 10,7%, c'est juste énorme. Imaginez une rentabilité de 10,7% par an, où je pense que vous serez content. 9%, c'est les taux inférieurs à 10%. Donc ça, c'est plutôt faible, hein. Uniquement 9% des prêts de Mastery Capital, c'est inférieur à 10%. Tout le reste, c'est supérieur à 10%. Et en plus, on voit qu'on a quasiment 50% qui sont à un taux fixe supérieur ou égal à 10%. Donc ça, c'est juste énorme, hein, parce que par an, imaginons que j'investis 1000 euros, bah, j'ai 100 euros qui rentrent dans la poche sur la même année. C'est plutôt pas mal, et c'est d'ailleurs pour ça que Mastery Capital a, je pense, une marge nette qui est aussi élevée, parce qu'ils ont beaucoup de rentrées d'argent. Dernier point sur Main Street Capital qui t'intéresse, je pense, beaucoup, c'est l'évolution du dividende au cours du temps. Main Street Capital verse des dividendes sans interruption depuis 2007. Donc ça fait maintenant quelques années qu'il verse des dividendes et je pense que tu peux le voir sur la courbe, c'est en hausse par rapport à 2007. Et ils ont vraiment une stratégie d'augmentation des dividendes au cours du temps. Et là, on voit qu'entre 2020 et 2021, il y a déjà une hausse. De 2018 à 2020, ça a été en légère baisse, mais c'est en train de se reprendre. J'ai regardé les documentations officielles de Main Street Capital. Ils ont vraiment envie d'augmenter leurs dividendes petit à petit. C'est plutôt assez logique, hein. Vu l'argent qu'ils font, ils sont largement capables de verser davantage de dividendes, de plaire aux actionnaires, et ça va permettre également de booster leur prix en bourse. Donc évidemment, pour les actionnaires de Main Street Capital, c'est tout bénef d'augmenter les dividendes sur le long terme. Donc voici les deux entreprises de cette semaine, Covivio et Main Street Capital. N'hésite pas à me dire ce que t'en penses en commentaire, à t'abonner à la chaîne et mettre un petit pouce bleu, ça me fait très plaisir. Et moi je te dis à la semaine prochaine. N'oublie pas, 100% des gagnants en bourse ont investi. Et moi je te dis à dimanche prochain, 9h. Allez, salut!